Avancez, je pense. Avancez, avancez. On vend des posters d'Emmanuel Macron. Bon, je vais au Oh, c'est pas l'enfant de vie ou quoi? Que chercher chez toi? Tous les gens avec qui On est au cinéma avec les mutilés. Est-ce que l'image elle est bonne? J'ai l'impression que je suis de travers. Je sais pas, vous pouvez me faire des commentaires ou pas? Est-ce que mon image elle est droite ou pas? Est-ce que vous m'entendez et est-ce que mon image est droite? S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un retour de... Ah non, je suis pas droite, c'est ça? Alors attendez, comment je fais? Bougez pas. Je vais me remettre comme ça. Là, ça doit être bon. Je vais rester comme ça, je pense. Là, c'est bon, vous m'entendez ou pas? Ah, je suis en live. Salut tout le monde, on est à Amiens, un pays qui se tient sage. Conférence de presse. Ah, voilà. Alors, est-ce que si je retourne mon stable, ça va suivre ou pas? Telle est la question. Clac. Non, c'est pas bon. Il veut pas. Ah, quelle merde. Bah, je vais rester comme ça, je suis désolée. Je sais pas pourquoi il veut pas se mettre en paysage. Salut. Il n'y a pas de couvre-feu, vous pouvez rester. Tiens, tu peux m'aider à enlever mon blouson? Merci. Hop, bienvenue à tous. C'est la fin de la projection, on est avec tous les blessés. Tiens, il y a mon sac là, c'est nickel, merci. Voilà, ils sont tous là. Bienvenue à tous, ils vont tous s'exprimer. Salut, je peux pas me mettre mon format paysage, désolé. Je sais pas pourquoi mon stable veut pas. C'est la prise de parole, c'est Tac, tac. Salut à tous, bienvenue. Salut Stéphane. Salut tout le monde. C'est belle, on a envie de vivre et voilà, c'est différent. Attends. J'espère qu'on... C'est un peu pénible, mais bon. Je peux pas me mettre en paysage. On va rester comme ça. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Éthique. C'est la fin de la projection d'un pays qui se tient sage. Les mutilés sont là, les blessés sont là. Le temps que vous écoutez, on va commencer. Bon, les copains se retrouvent. Ouais. Je vous rappelle des souvenirs. On va faire comme dans le Koh-Lanta des Merci Nick. Du coup, pour introduire, déjà on va vous remercier. Tout à l'heure, je vous ai annoncé Yann B du collectif des Armes Enlevées. Je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il va arriver ou s'il ne va pas arriver. Donc voilà, désolé. On a la chance aujourd'hui d'avoir le collectif Mutilés pour l'exemple. Demain aura lieu la cinquième marche des mutilés qui partira à 15h de devant la MACU, la Maison de la Culture pour les Nanaménois. Vous pourrez nous retrouver à partir de 14h30, on aura un stand où on vous proposera des t-shirts. C'est la nouveauté. On a les nouveaux t-shirts.
Voilà, et on pourra échanger aussi, ce sera aussi un moment, parce que là, le temps nous est compté, on n'a pas beaucoup de temps, il y a un deuxième film qui arrive à 21h, et du coup, on ne voudrait pas empiéter et respecter le ciné, donc du coup, ça va être court. Mais je voulais saluer aussi différents collectifs, comme le collectif Justice pour Boubacar qui est présent à nos côtés, les collectifs Bivolé, les collectifs Gérard. On a aussi le collectif Justice pour Hugo. Dans une marche a eu lieu le week-end dernier, c'est important et ça m'aide aussi à introduire les débats. Nous, les Gilets jaunes, ça fait 2 ans qu'on est dans la rue, ça fait 2 ans qu'on prend sur la gueule, mais les quartiers populaires, eux, en bas, depuis la naissance, depuis la création des quartiers populaires. Et donc, on dit 40 ans, mais je ne sais pas à quelle date a été construite la première cité. C'est peut-être, je ne sais pas, peut-être dans les années 60, mais depuis qu'on a créé ces cités, et ben, la police a un dispositif particulier. On traite de manière particulière ces personnes. Et ces personnes, ces citoyens, ont le droit d'avoir une cible sur le dos. Et pour eux, alors nous, on est des mutilés, on est des blessés. Mais dans les quartiers populaires, il y a des mutilés aussi. Il y a des blessés, mais il y a aussi des morts. Et devant vous, vous avez des femmes qui portent la voix de ces hommes qui sont décédés. Voilà. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes en vérité, vous êtes nos grands frères et nos grandes sœurs. Vos collectifs, on apprend beaucoup. Ouais. Merci. Merci à vous. Ouais. Bravo. Qui veut? Antoine, Vanessa. Toi, t'es dans le film, du coup, c'est plus facile. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Ouais, moi, juste une petite précision. Pour la plupart, on a vu les policiers et ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre. On a tous vu à quel point ils pouvaient faire, passez-moi l'expression, de la merde. Mais au-dessus, il y a des donneurs d'ordre. Et voilà, on voit bien comme en France, comme par le passé, lors des heures sombres de notre police, comment on peut les instrumentaliser et comment ils peuvent devenir l'instrument de l'État pour mettre à bas une révolte populaire sincère. Et voilà, effectivement dans les quartiers populaires, ça fait un petit moment qu'il y a certaines brigades comme la BAC qui est mise en roue libre, où il y a eu des éborgnés, où il y a eu des gens gravement blessés, dans la quasi-indifférence. Ben ouais, les médias mainstream dont on se gavait ou dont on se gave, qui n'ont pas montré et qui montrent forcément tout ce qui ne va pas dans ces quartiers-là. On ne montre jamais tout ce qui se passe de bien, parce qu'il y a des choses fantastiques qui se passent, mais ça on ne le montre jamais. Voilà, c'est tout un chaînon comme ça qui part depuis l'État où ils sont capables d'instrumentaliser et les médias, et la police, et du coup le peuple aussi, parce que en fin de compte, quand on se frictionne avec les flics en manif, c'est des pions contre des pions. Et l'État crée une hyperfocalisation, et je pense que c'est tous ensemble. Les violences policières n'ont pas de... ça va au-delà du racisme. Il y a des gens plus particulièrement qui sont ciblés, c'est certain, mais maintenant ça nous concerne tous. Demain, c'est peut-être vos enfants qui seront éborgnés lors d'une manif pour peut-être de l'écologie ou je sais pas quoi d'autre, le climat, etc. Ils ont ouvert une porte à la violence, ils légitimisent cette violence, et ça c'est carrément inacceptable, et on ne se laissera pas faire. Ils m'ont juste éborgné en fait, pardon, je me suis pas présenté. Qui es-tu C'est qui ce mec là? Non, bah, en fait j'avoue, Jean-René de la BAC Nord. En plus j'ai la dégaine, hein, on me le dit souvent, j'ai la dégaine, putain ça me fait chier. Je suis plus fan de skate que de flic en fait quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait oui, Patrice Philippe, j'ai été éborgné à l'acte 4. Le 8 décembre 2018, j'ai perdu l'usage de mon œil droit et
Et oui, bah, ce jour-là, tout ce que je mettais dans nos institutions, dans la police, ça s'est forcément effondré. Et ils m'ont fermé un œil, mais ils m'ont ouvert les yeux. Je sais qui ils sont. Bonjour du coup. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, qui m'a pas mal choqué dans les images, David, c'est vrai, mais je me suis présenté avant. Je n'étais pas là, je suis toujours en retard. Voilà. C'est vraiment le côté que je trouve vraiment choquant, c'est comme tu as dit, le fait qu'ils soient en roue libre, et effectivement, bon, ça a été dit, la jouissance avec laquelle certains flics exécutent la tâche, quelque part, non, ils n'ont aucune volonté de professionnalisme, dans le sens casse-toi, ils tutoient, etc. Ils envoient chier tout le monde, alors que normalement ils sont censés, vous voyez, être au service des gens, et on sent que c'est. Genre, ils se posent même pas la question de ce qu'ils devraient faire. Pour eux, c'est complètement normal de traiter les gens comme de la merde dans la rue. Donc il n'y a aucune volonté de professionnalisme, de bien faire son travail. Et quand on nous dit, écoutez, il y a beaucoup de tensions, c'est normal qu'il y ait des erreurs qui soient commises, etc. Une erreur qui soit commise, c'est sûr que c'est impossible qu'il y ait zéro erreur, mais quand il y a une erreur qui est commise, déjà reconnaître qu'il y a une erreur, réparer les personnes qui ont été victimes d'une erreur, et voir si on peut faire en sorte que ça arrive moins. Or là, ce qu'on nous fait, c'est, on dit qu'il n'y a pas d'erreur, on accuse les victimes des erreurs, que c'est leur faute, et limite, comme on ne dit rien, on encourage les futures erreurs à se produire, mais on continue à dire, comprenez que c'est normal qu'il y ait des erreurs. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment choquant, le moment où le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, est mis au sol et qu'on voit le visage de près du flic qui est dessus, mais le mec il est en train de kiffer à fond son truc, et ça a vraiment fait penser à la phrase qui dit pour qui un marteau, tout problème finit par ressembler à un clou. C'est vraiment ce côté des gens qui ont la force entre leurs mains, où on a l'impression qu'ils ont l'impression que tout va se résoudre en tapant sur les jambes parce que leur boulot c'est de le faire. Voilà, c'est bon. Bravo. Bonsoir, moi c'est Alain. Je ne vais pas parler comme les deux gars à côté, parce qu'ils parlent bien. Ils ont déjà dit pas mal de choses. Moi c'est simplement mon témoignage. Donc c'était à l'acte 3 à Paris, sur l'Arc de Triomphe. Donc j'ai été tiré par un LBD à la carotide. Voilà, donc suite à ça, il y a le trauma, hein, parce que tout le monde dit ouais, les blessures, ouais, il a été touché, tout ça, mais il y a tout ce qui en découle après. Et moi, je suis un ancien militaire qui me suis battu pour mon pays au Tchad en 84, après 2 ans à Djibouti. Et là, ce jour-là, c'est mon pays qui m'a tiré dessus. Donc là, moi, c'est des choses que je ne digère pas. Aujourd'hui, moi, je suis éducateur pour les autistes et je ne peux pas reprendre mon boulot parce que bon, le psychiatre ne veut pas. Je suis au Restaurant du Cœur. Voilà, il y a tout plein de choses qui découlent de ça. J'ai plus de contact avec ma famille. C'est vraiment une décadence voilà, où au départ, on était là pour manifester pacifiquement. En plus, hein, moi, j'avais un brassard blanc et j'étais en train de régler mon appareil photo quand ils m'ont tiré dessus. Donc voilà, après, heureusement qu'ils sont là, quoi. Et puis heureusement que vous êtes là aussi, parce que vous êtes aussi notre médicament aussi, qui nous permet aussi de sortir de ce trou-là qui est déjà bien profond, quoi. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Messina, j'ai été blessé le 12 janvier à Paris, en 2019. Nous, on a été nassés à Place de l'Étoile. Ils nous ont gazés en fait, donc on n'avait rien acheté, on n'avait rien acheté du tout. Moi j'ai juste fait un doigt d'honneur à la police. Donc c'était 3 personnes de la BAC et ils m'ont tiré en plein visage. J'ai perdu 5 dents, j'ai la gencive arrachée. Il y a des séquelles, j'ai des plaques. Moi je me demande pourquoi la BAC est dans les manifestations. Moi j'ai eu affaire à la police pas mal de fois. Ce qui s'est passé en manifestation, ce qui se passe en manifestation, c'est grave. Donner des armes à des personnes qui n'ont pas de formation, on va dire, c'est très dangereux. Ils visent le visage et ils font exprès. Enfin, moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'on m'a visé le visage. Ils étaient à 20 mètres de moi, ils ont visé mon visage. Et voilà, donc c'est difficile par la suite. C'est un choc. Donc voilà, moi, je vous remercie, comme il dit, vous êtes le médicament.
Donc merci d'être là. Alors, bonsoir tout le monde. Alors moi je m'appelle David, j'ai 41 ans, ouais. J'ai pris un tir d'altitude le 16 mars en fait, dans l'œil. Donc quand en fait le Fouquet s'est cramé, donc j'ai pu tirer des délires en plein milieu des champs, je tourne la tête et je tombe par terre. Donc c'est particulier un peu aujourd'hui parce qu'on voit toutes ces images des personnes qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on a par message, qu'on a tout le temps, voilà. Petite Vanessa, tout ça, mais non. Et puis là aujourd'hui il y a ma fille en plus. Donc ma fille que j'ai pleuré quand je suis rentré de l'hôpital. Donc c'est ma petite fierté, c'est mon courage tous les jours en fait, c'est ma bataille. Donc voilà. Moi, c'est Vanessa, j'ai été borgnée à l'acte 5. J'ai pris le tir de flashball dans le front, donc du coup en fait j'ai eu une grosse hémorragie cérébrale qui a nécrosé une partie de mon cerveau. J'ai des plaques en métal pour reconstruire mon visage, j'ai perdu une partie du cou et de l'odorat. Et je pense que c'est déjà pas mal. Donc moi je viens surtout parler en fait pour les blessés, pour le collectif du coup, des blessés pour l'exemple, parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. On a besoin de plein de choses parce qu'on n'existe pas vu qu'on n'est pas reconnu victime, donc on n'existe nulle part, on doit se débrouiller pour les soins, on doit se débrouiller pour les avocats, pour tout ça, pour vivre un petit peu parce qu'on a beaucoup perdu nos boulots, notre situation. Donc on a besoin d'aide. C'est aussi pour ça que je suis là, surtout pour ça, c'est pour qu'on ne s'effondre pas, parce que si on n'était pas un groupe, je pense que plusieurs d'entre nous ne seraient plus là ou dans un sale état. On essaye comme on peut, mais c'est difficile. Et si je fais un appel, s'il y a des psychologues qui sont prêts à nous aider, des neuropsys, des kinés, des dentistes, on a besoin. On a besoin aussi de sous et on a besoin aussi de vêtements, on a besoin de nourriture, on a besoin de plein de choses en fait. Et dans le collectif, on a déjà 26 blessés et ça augmente de jour en jour et c'est difficile pour tous et c'est difficile d'essayer de sauver tout le monde, je ne vais pas mentir. Mais on se bat comme on peut, donc essayez de ne pas nous oublier. On a un site internet, les mutilés pour l'exemple, où vous pouvez trouver toutes les informations, tout ce qu'on peut avoir besoin, d'un paquet de feuilles jusqu'à des vêtements ou de l'argent, voilà. Et voilà, essayez de ne pas nous oublier parce qu'on a déjà oublié beaucoup de gens, comme les personnes en banlieue, comme les morts, comme les choses comme ça. On les oublie tout le temps. Au bout d'un moment, ça passe et après, ils n'existent plus. Ils existent toujours, les familles existent toujours, nous aussi on est là, les familles sont aussi détruites, les familles de tous les morts, de tous les blessés avant les Gilets jaunes, parce que c'est aussi mon grand combat vu que je viens du 94 et que les violences policières on connaît bien. Mais on nous oublie tous. Et il ne faut pas oublier surtout les familles qui souffrent aussi beaucoup et qui se sont complètement éclatées avec cette souffrance, qui doivent se débrouiller tout seuls. Parce que ce ne sont pas des victimes, parce qu'il n'y a pas de mort chez eux, parce qu'il n'y a pas d'affaires policières, ça n'existe pas. Donc essayez de penser à tout le monde et de ne pas fermer les yeux, à faire comme si vous saviez que ça existait, mais ne pas se bouger. Voilà. Moi, je vais faire assez court. Hein. Moi, je m'appelle Antoine. J'ai eu la main arrachée à l'acte 4 à Bordeaux par une GF4. Donc, ça a été interdit par Castaner, mais remplacé par la GN2L. Bon, moi, j'ai déjà beaucoup parlé hein, dans les médias, dans les débats et tout ça. Donc, je pense que je vais laisser la parole parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et on a 6 blessés pour 8 minutes, quoi. Donc, 7 blessés. Donc, voilà, je laisse la parole aux autres. Donc moi c'est Alexandre, j'ai perdu mon œil sur les Champs-Élysées le 8 décembre à l'acte 4. Donc j'ai eu orbite explosée, rétine explosée, j'ai eu tout explosé, la face a été explosée, j'ai eu plus de 100 points de suture dans l'œil. Donc après, je suis le mec qui a balancé son œil sur les Champs-Élysées et qui s'est fait balayer un lundi par un petit balayeur qui passait, qui a dit ouais c'est un boudet. Donc après, je suis resté entre la vie et la mort. Je suis tombé à 14h, à 18h, je n'étais pas encore à l'hôpital. Donc je suis resté dans une cage d'escalier comme un chien. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et après, à côté de ça, c'était peut-être plus un de mourir. Mais en fait, j'ai continué de survivre. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis là, je suis en train de vous parler. Et puis, je me relève tout doucement. Mais
En tout cas, je pense à vous et je pense à moi. Oui. Bonsoir. Alors moi c'est Eddy, j'étais bornier au Puy-en-Velay. Voilà. Et c'est la première fois en fait, que je rencontre tout le monde, que voilà, je rencontre tous les motivés. Et merci à vous parce que on ne veut pas qu'on existe, mais on existe bel et bien et on est là. Alors, bonsoir à tous, moi je m'appelle Yvan, j'ai 42 ans, j'habite sur Montpellier. J'ai reçu un tir de LPD au niveau du visage droit. J'ai eu la chance de garder mon œil, en fait, c'est ma casquette. Voilà, l'idée à cocher sur l'arête de ma casquette, à dévier le tir de 1 cm, ça m'a permis de garder mon œil. Et je voulais juste rebondir en fait vite fait, je vous laisserai y réfléchir après. Il n'y a pas que ce que vous avez vu là dans le film, il n'y a pas que ça en fait. Il y a de la violence avant, il y a de la violence après la manifestation, et il y a aussi de la violence pour toutes les personnes qui sont engagées. Je parle de harcèlement, je parle d'écoute téléphonique, je parle de prise de photos devant son domicile. C'est des pratiques qui sont très courantes dans la police. C'est des mises sous pression. Le samedi matin avant la manifestation, on a droit à un petit montage avec une voiture devant chez nous qui vérifie si on est là, si on n'est pas là. Voilà, c'est de la pression. C'est aussi de la violence policière parce que c'est compliqué à assumer tous les jours. Donc vous allez faire vos courses normalement avec un esprit détendu. Vous ne l'êtes pas parce que derrière vous, vous avez quelqu'un d'énergie qui est en train de surveiller tout ce que vous êtes en train d'acheter. Éventuellement, si vous n'achetez pas 1 litre d'acide, ça pourrait servir à quelque chose alors que c'est pour nettoyer la cafetière. Bref, voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc je voulais juste rebondir sur ça. La violence policière, c'est ce que vous avez vu aussi dans ce film, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la violence avant et il y a de la violence après sous d'autres formes. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Myriam, je viens de Bordeaux. Je n'ai pas été blessée moi, pendant les manifestations Gilets jaunes. Je suis une vétérante de cette guerre qui ne dit pas son nom, donc vous avez vu quelques images. Moi j'étais lourdement blessée en 2009 lors de rassemblements à Bordeaux en soutien à un SWAT. En fait, il y a une charge policière, j'ai pris un énorme coup de tonfa derrière la tête, je suis tombée au sol évanouie et au lieu de me ramasser, ils n'ont rien trouvé mieux que de me mettre des coups et des coups de poing à la tête pendant un temps indéterminé. Enfin, ils m'ont complètement défiguré. Je m'en sors bien, comme vous voyez, ça s'est bien arrangé, mais sur le coup, ça m'a fait bizarre quand même quand je me suis relevée. J'ai intégré le collectif des mutilés pour l'exemple, pour apporter l'expérience d'un collectif que j'ai monté sur Bordeaux maintenant il y a 11 ans, qui s'appelle le collectif contre les abus policiers, le CLAP 33, qui accompagne toute personne victime de violences policières, qui fait un gros travail d'information sur la société de contrôle, l'état policier. Donc comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est nouveau avec les Gilets jaunes. Je voudrais d'ailleurs qu'on rappelle aujourd'hui la mémoire de Maurice Rachfus, qui nous a quittés il y a peu de temps et qui était un père pour nous tous, qui lui a dénoncé les violences policières depuis très longtemps. Ses parents avaient été raflés pendant la rafle du Veldiv. Voilà, souvenons-nous que la rafle du Veldiv, c'est pas les méchants nazis, hein, c'est les policiers français et les gendarmes français qui ont raflé les juifs pour les mettre dans un vélodrome et puis à les amener à la mort. Donc la police, effectivement, ça date même d'avant les cités, elle a toujours été finalement violente et surtout elle a toujours été au service des gouvernants. Donc quand les policiers commettent des exactions, je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables. Hein. Chaque policier est responsable de l'acte et de violence qu'il commet sur les personnes, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier la chaîne de responsabilité. Et tout au bout, c'est Castaner, c'est Macron, quand c'était Hollande, on l'a oublié, pendant Hollande, on a vécu 2 ans et demi d'état d'urgence, avec une vraie volonté de cibler les personnes dites musulmanes ou apparatées musulmanes, c'est-à-dire que parfois il suffit juste des un peu marrons pour être assimilés. Donc ça fait très longtemps que en fait, les gouvernements successifs mettent en place des lois et des réformes. Dans le documentaire, il y a une personne qui intervient et qui dit, je crois, de mémoire, qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on n'est pas dans un état autoritaire parce que le cadre légal n'est pas encore tout à fait autoritaire. Or, il me semble, quand on étudie les lois un peu de près, que c'est justement parce que le cadre est autoritaire que l'État peut se permettre cela. J'en veux pour preuve le décret qui date du 20 mars 2019 et qui criminalise la participation à une manifestation lorsqu'elle est non déclarée. Jusqu'à présent, on pouvait se rendre dans une manifestation et si elle n'était pas déclarée, juste on nous disait de rentrer chez nous. Aujourd'hui, ça nous coûte 135 € parce qu'il y a eu un décret fait par M. Castaner en 2006-9. Donc tous les gouvernements successifs
ont créé un cadre légal qui permet que cette violence, on ne se pose pas la question de savoir si la violence d'État est légitime ou pas légitime, en fait elle est juste légale. C'est nous qui sommes légitimes, c'est pas nous qui avons la loi, nous on n'a que notre légitimité. Le gouvernement, lui, il a le cadre légal qui permet effectivement de mettre, comme ils ont fait pendant les manifestations Gilets jaunes, des personnes en garde à vue préventive. C'est le cadre légal qui permet de donner des coups tranquillement et derrière la justice qui relaxe. C'est le cadre légal qui permet aujourd'hui de faire des états d'urgence, etc., etc. Donc, on peut dire qu'on est dans un état autoritaire. C'est le même cadre légal qui aujourd'hui essaye de faire interdire les journalistes sur les manifestations, qui veut interdire le fait qu'on filme des policiers quand ils font des exactions. Donc, tant qu'on n'a pas le pouvoir, c'est pas nous qui faisons les lois, et les lois servent de qui? Ce système capitaliste, néolibéral, qui nous oppresse, qui nous enferme, qui nous tue, qui fait qu'aujourd'hui on est muselé, qui fait qu'aujourd'hui, claque dans les doigts, il y a bien 1 million de personnes qui doivent rentrer chez eux à 21h, etc., etc. Donc il faut lutter sur plein de fronts et avoir bien conscience que prendre la rue aujourd'hui, c'est prendre des risques, mais qu'on n'a pas le choix en fait. Il faut continuer à se battre avec tous les moyens qu'on a, et pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais il faut les tenter. Donc voilà, merci à tous. On va laisser le cinéma se désinfecter. Et on vous invite sur le Quai Bellu, pas loin du bonhomme dans l'eau. On va faire un petit hommage, un hommage. Il n'y a pas de petit hommage, il n'y a que des hommages. À la tuerie du 17 octobre 61, on a des fleurs à jeter dans la Somme. Et voilà, quoi, une petite pensée pour tous ces Algériens morts pour rien. Pendant un couvre-feu. Et voilà. Je vous retrouve pour la minute de silence du 17 octobre 1961. Une folie meurtrière contre les Algériens, une répression policière terrible pendant laquelle Maurice Papon était la préfète de police, ni plus ni moins. Voilà, ils sont tous ensemble, c'est assez rare, en famille. Aujourd'hui, ils se considèrent comme une famille, ils sont liés par quelque chose d'extrêmement violent et difficile, mais ils tiennent debout. A tout de suite pour l'hommage, je vous retrouve devant la Somme. Je vous embrasse.